Cet appareil photo posé sur cette petite table, c'est celui de Assemian Kouwa Joséphine, connue sur le nom de Tanti Photo dans sa commune à Bingerville. Couturière, elle tombe amoureuse de la photographie en 1976 à Boaké. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Joséphine continue d'exercer ce métier. Un métier qu'elle dit avoir appris auprès de sa coépouse Agnès Ado. Il faisait la couture. C'est moi, Arriva, qui faisait la photo. Elle m'a montré, et puis nous deux on est ensemble, on a eu Malais, puis notre coin était brûlé. Quand elle fait une photo pour venir, c'est beaucoup de cartes d'identité à découper comme on fait à Boaké. N'ayant plus de studio, Joséphine a opté pour les photos reportages. Mariage, baptême, fête des générations, sortie de promotion d'élèves entre autres. Des cérémonies auxquelles elle est constamment conviée à Bingerville et dans d'autres communes du district d'Abidjan. Je suis âgée, mais vraiment je ne peux pas laisser mon métier. Pourquoi? J'aime trop, ça me plaît. Et puis mon mari me donne le courage à faire. 2 jours, m'appelle, maman, tu es où? Je dis, je suis à la maison, pardon, faut venir à l'anniversaire, à l'école, chez les sœurs, MPT, application, et puis à la mairie, et puis à la sous-préfecture, même les sous-préfets. Quand ils viennent comme ça, c'est moi qui m'appelle pour faire les photos. Pour la passion de son métier, Joséphine bénéficie du soutien de son époux, de ses enfants, mais aussi de ses parents. Aujourd'hui, je suis très satisfait, puisqu'on fait ensemble. Il y a l'harmonie, il y a l'entente. Elles comprennent à peu près ce que je fais, même si elles ne savent pas dessiner. Mais avec l'appareil, elles font d'autres choses. La photo, elle a commencé, c'est vrai, il y a longtemps, nous on était petits. Jusqu'on a grandi, nous sommes des adultes, elle continue la photo, malgré son âge avancé. Moi, nous sommes fiers. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme célébrée le 8 mars de l'année, Joséphine exhorte la femme en général et la jeune fille en particulier à se battre pour gagner sa vie. Une fille qui se bat dans la vie, il n'y a pas d'avoir honte. Tu te concentres pour avoir pour toi. Même si des fois, même ça ne donne pas, petit à petit, il gagne. Son rêve aujourd'hui, obtenir un grand studio photo en vue d'apprendre à la jeune génération le métier de la photographie. Toute chose qui, selon elle, pourrait contribuer à la lutte contre le chômage. Des galettes, des gâteaux, des biscuits, de la boisson faite à base de manioc, également de la sauce à base de riz. Autant de produits fabriqués par les femmes de Gabiadji, regroupées en coopératives. Ces femmes, qui veulent atteindre l'autosuffisance en riz et en manioc, viennent d'organiser un forum, le premier forum du riz et du manioc. C'est une bonne chose. La voie a permis à ce que nous, les pauvres productrices, là, on puisse se présenter à la nation, nos savoir-faire. Ce forum est une initiative du GIZ en collaboration avec l'ANADER. Il s'agit de permettre à ces femmes de se prendre en charge. Au départ, on leur a apporté tout ce qui est variété améliorée, donc des boutures, pour accroître les rendements au champ. Et ça fait 3 ans que nous sommes là. Aujourd'hui, ces femmes-là ont obtenu de la production. Elles ont réussi à améliorer leur rendement. Ce forum a également permis de découvrir le savoir-faire de ces productrices. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le manioc. Il est très important que ces dérivés-là aussi puissent être vulgarisés pour que les populations s'y habituent et que cela puisse accroître la demande en manioc et propulser en même temps la production. Les femmes productrices de manioc et de riz de Gabiadji entendent inonder le marché d'Abidjan et tout le reste du pays pour couvrir leurs besoins. Pour cela, elles ont été sensibilisées sur les changements climatiques afin d'adapter leur culture. « 60 ans pour la plus jeune, 90 pour la plus âgée. Dans la campagne indienne, une école unique en son genre apprend à ces femmes à lire et à écrire. Je ne suis jamais allée à l'école quand j'étais petite. C'est génial de pouvoir maintenant étudier avec mes amis. Enfants, ces femmes ont dû rester à la maison ou travailler pendant que leurs frères allaient à l'école. Aujourd'hui, elles passent 2 heures par jour dans cette école pour mamie, comme on la surnomme ici. Avant, quand on allait à la banque, ils prenaient nos empreintes digitales. C'était gênant, on se sentait discriminé. Maintenant, je suis heureuse et fière de pouvoir signer de mon nom. L'initiative existe depuis 1 an.
Située à 120 km de Bombay, l'école est financée par un organisme de bienfaisance local. Objectif, changer les mentalités et inspirer d'autres villages. Même le choix des uniformes est symbolique. La plupart de ces grand-mères sont veuves et elles doivent porter du blanc pendant le deuil. On a voulu briser ce tabou, ainsi que d'autres traditions plus anciennes, pour que chaque personne se sente égale, se sente membre de la communauté, sans discrimination envers les pauvres. C'est pour ça qu'on a choisi le rose. Sortis d'école à la fin de la journée, pour les 29 élèves, il est temps de rentrer à la maison faire leurs devoirs, parfois avec l'aide des petits-enfants. 8 mars 1893 débute le procès du scandale du Panama. En 1878, Ferdinand de Lesseps, très populaire depuis la création de Suez, réussit à faire admettre l'idée du percement du canal de Panama. La construction est prévue durer 12 ans et coûter 600 millions de francs. Comme pour Suez, Lesseps crée une société anonyme en vue de collecter les fonds pour le projet, la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama. Les travaux débutent l'année suivante, mais l'entreprise est menée avec une surprenante légèreté. Ainsi, en dépit du relief, des éboulements, de la fièvre jaune qui décime les travailleurs, Lesseps s'obstine dans la création d'un canal à niveau, sans écluse. De plus, il dissimule l'ampleur des dépenses qui atteindront plus du double de ce qui était prévu. Devant les retards et le surcoût considérable du chantier, les titres s'effondrent, menaçant la réalisation du canal. La compagnie a déjà englouti 1,4 milliard et n'a déblayé que 37 millions de mètres cubes sur les 70 millions prévus. Dans l'impasse, il fait appel à l'ingénieur Gustave Eiffel, déjà célèbre en raison de sa tour qui sera inaugurée lors de l'exposition universelle de 1882. Celui-ci n'hésite pas à engager son prestige au service du vieux entrepreneur et remet à plat le projet en prévoyant notamment des écluses. Il faut donc trouver à nouveau de l'argent. Ferdinand de Lesseps lance alors une nouvelle souscription publique, mais une partie de l'argent est utilisée de manière occulte par différents financiers pour convaincre divers journalistes de promouvoir le projet, puis pour acheter des parlementaires afin qu'ils débloquent des fonds publics et promulguent des lois sur mesure pour l'émission d'un dernier emprunt en 1888. Obtenu le 9 juin 1888 par des moyens de corruption, le vote ne peut empêcher la mise en liquidation de la compagnie le 4 février 1889 et la ruine de près de 100 000 souscripteurs. L'affaire éclate quand la libre parole d'Édouard Drummond dénonce la ruine de 85 000 petits épargnants, la corruption parlementaire et le rôle de Hertz et Renard, des agents corrompus. Ces révélations provoquent une intense émotion dans l'opinion publique. Une centaine de députés, les chécards, sont compromis, y compris Clemenceau, dont la carrière connaîtra une éclipse de 10 ans. Le procès débute le 8 mars 1893. Le scandale de Panama se solde le 20 mars 1893 par la condamnation à 5 ans de prison d'un ancien ministre des Travaux publics, Bayot, qui a eu seul la naïveté d'avouer son implication dans cette gigantesque escroquerie. Parmi les autres inculpés, Ferdinand de Lesseps et Gustave Eiffel échappent de justesse à la prison. Émile Loubet, alors ministre de l'Intérieur et anciennement ministre des Travaux publics, doit démissionner. Clemenceau, lui aussi, est sali par le scandale. Il ne sera pas condamné.